Je suis content de vous inviter ici. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, et vous avez fait des travaux très divers sur le travail, sur l'artisanat, les groupes professionnels, et aussi les mathématiciens. Et vous êtes un des rares sociologues à avoir été faire une enquête très approfondie sur l'univers des mathématiciens. C'est le titre de votre livre. L'éthos professionnel des plus rigoureux des scientifiques. Je relisais pour préparer cette journée un compte-rendu très élogieux de votre livre par Yves Meyer, qui est notre dernier prix Abel. Donc, avoir la reconnaissance d'un des plus brillants mathématiciens, ça n'est pas rien. Je vous donne la parole. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Bien, je vais donc vous parler de l'éthos professionnel des mathématiciens, en insistant peut-être plus particulièrement sur deux dimensions, celle de l'universalisme et celle de l'élitisme, qui sont bien articulées, je crois. Je définirai l'éthos professionnel de manière générale comme l'ensemble des dispositions relatives à ce qui vaut plus ou moins pour une communauté de métiers, sur toute dimension, éthique, esthétique, épistémique, sociale notamment, etc., pertinente dans l'exercice de ce métier. Ce qui veut dire que je ne vais pas seulement étudier le rapport des mathématiciens à leurs objets de recherche, mais aussi à leurs collègues, à leur communauté professionnelle et aux institutions générales. Pour caractériser l'éthos des mathématiciens académiques, repérés par leur appartenance à une université ou un laboratoire de recherche public français. Vous voyez que je me situe précisément dans l'espace, de même que je me situerai dans le temps. J'ai procédé de manière comparative en incluant dans le champ de mon étude leurs voisins les plus proches, composés des théoriciens physiciens, des mécaniciens et des informaticiens, que j'appellerai ensemble scientifiques connexes. Et pour analyser les différenciations possibles de cet ethos, j'ai principalement distingué au sein de l'ensemble homogène relativement qu'il forme les mathématiciens purs des mathématiciens appliqués. Alors là, peut-être que certains vont toujours m'interpeller pour me dire que cette séparation n'est pas pertinente d'un point de vue mathématique. Je serais plutôt d'accord avec eux. On pourrait discuter de quelle manière on pourrait proposer une division plus pertinente, mais ce que je dois dire, c'est que socialement, elle est très pertinente. Il y a d'autres variables qui s'avèrent pertinentes dans l'analyse de l'éthos professionnel. Par exemple, l'âge des agents ou leur cursus de formation supérieure. À ce sujet, je dois dire que la division que j'ai faite, c'est celle entre les normaliens et les autres. Il est évident que si j'avais fait mon enquête quelques 100 ans avant, eh bien, ce n'est pas cette distinction que j'aurais faite et que peut-être l'école polytechnique aurait été privilégiée. Bien. Mais je ne considérerai pas de toute façon ces critères-là dans mon exposé, sinon marginalement. Pour ne pas alourdir ma présentation, je donnerai un minimum de chiffres. Mais sachez que toute différence entre collectifs résulte d'une analyse statistique effectuée sur donc, les données d'une enquête que j'ai réalisée sur Internet en 2002-2003. Reconnue comme telle par la profession, les caractères forts de la science mathématique sont donc sa rigueur, sa créativité conceptuelle, que d'aucuns oublient souvent, son abstraction, qui exploite la densité symbolique de la langue des maths et qui va croissant, enfin sa réflexivité, à laquelle on doit notamment le processus d'axiomatisation, mais l'attitude réflexive se manifeste communément par la recherche du sens des théorèmes et des conditions qui ont rendu possible leur démonstration, ainsi que celle des raisons de l'échec d'une tentative de preuve. La spécification de l'éthos des mathématiciens se doit de prendre en compte ces caractères.
Mais je n'analyserai ici que quelques aspects des dimensions épistémiques, esthétiques et psychosociales de cet ethos. Alors, commençons par la dimension épistémique et parlons de rigueur et d'intuition. Il est classique de distinguer les grands mathématiciens selon la nature de leurs ressources principales, la grandeur de leur rigueur ou la force de leur intuition. Il n'existe pas en effet de corrélation entre la note de rigueur et la note d'intuition que s'attribuent les mathématiciens, et rares sont ceux qui, invités à le faire, se sont attribués, sur les deux échelles de 0 à 9 qui leur étaient proposées, une note de 8 ou 9, 4% seulement d'entre eux. Toutefois, il n'est pas d'idée mathématique qui ne se forme sans quelque intuition, et il n'est pas de preuve qui ne réclame de la rigueur. Cette rigueur dont Poincaré écrivait qu'elle n'est pas tout, mais que sans elle, il n'y a rien. La rigueur est nécessaire, mais l'intuition l'est tout autant. Poincaré avait bien perçu son rôle indispensable à la démonstration, celle de trouver le bon chemin et les mouvements appropriés parmi ceux qu'on considère, parce qu'elle permet de voir de loin le but que l'on se propose d'atteindre. Les preuves doivent idéalement parvenir à un subtil équilibre entre intuition et rigueur. Un excès comme un manque de rigueur n'est pas apprécié. Tout exposé mathématique, aussi clair soit-il, comporte une bonne part d'implicite. Cette part est jugée bonne par les pairs lorsqu'elle leur laisse la possibilité de faire l'effort intellectuel qui consiste à expliquer pour soi le non-dit. Les preuves auxquelles on reconnaît de l'élégance sont des preuves économes, conceptuelles plutôt que calculatoires, qui permettent d'effectuer cette explicitation aisément. Cependant, la part d'implicite d'une preuve ne saurait être trop grande. Ne serait pas acceptable la preuve proposée à une revue et dont les nombreux trous seraient uniquement justifiés par des articulations du type « il est clair que » un référé pourrait exiger que cet implicite récurrent soit explicité. Et parfois, se méfier de tant de clarté revendiquée qui ne l'éblouit guère quant à lui. Ne dissimulerait-elle pas une insuffisance du raisonnement? Et à la limite, la dissimulation de cette insuffisance, ce qui serait une faute professionnelle par laquelle on se déconsidérerait lamentablement. Des erreurs bénignes, cependant, pouvant être corrigées, demeurent dans les articles publiés, d'autant plus que le travail des référés est devenu chronophage. 31% disent en avoir fait eux-mêmes l'expérience. Et la profession ne s'émeut pas de l'existence de ces erreurs, elle s'émeut si elles ne sont pas reconnues. Et il faut l'espérer corrigées. Bien. Toutefois, dans la quasi-totalité, ces travailleurs de la preuve que sont les mathématiciens craindraient de perdre la face si une de leurs publications contenait des erreurs rédhibitoires, en sorte que changerait la valeur de vérité de la proposition originale qu'ils s'enorgueillissaient d'avoir démontrée. Aussi, ceux d'entre eux qui se jugent les moins rigoureux ont-ils la prudence de discuter souvent avec leurs collègues pour avoir confirmation de la justesse d'une preuve. L'affirment 42% d'entre eux et seulement 25% des autres. Il n'est pourtant pas exclu que certains dérogent à l'impératif éthique du désintéressement. Nul doute que quelques preuves apparaissant dans les livres de niveau avancé ou dans les articles de revue contiennent des erreurs, observe comme beaucoup le philosophe des mathématiques David Sherry, qui ajoute malicieusement « et peut-être quelques preuves certaines des fins sociales et non la vérité ». La politique du publish or perish favorise à n'en pas douter ce phénomène. La rigueur est la règle du jeu auquel jouent les mathématiciens. Et je me permets cette expression qui pourrait leur paraître désobligeante, parce qu'en réponse à une question que je leur posais dans l'enquête, ils ont majoritairement choisi de répondre que faire des mathématiques était, pour eux, le plus près d'une sorte de jeu qui fait très plaisir avec l'attrait de l'inconnu. Si vigilants soient-ils, ces joueurs peuvent commettre des erreurs plus ou moins graves lorsqu'à leur insu, il leur arrive de ne pas respecter cette règle irréfragable. Or, il existe en mathématiques des compétitions de haut niveau.
L'enjeu en est de donner la première démonstration rigoureuse d'une importante conjecture. Quels que soient les défauts que cette première démonstration pourra par ailleurs présenter, longueur excessive, manque d'élégance, grande complexité des calculs, etc., elle portera le nom du vainqueur, qui s'insérera dans le grand livre des maths. Malheur alors aux prétentieux qui, bien à tort, se croyaient suffisamment armés pour entrer en lice. Cela arrive très rarement, mais cela arrive. C'est même arrivé à propos de la démonstration de la conjecture de Fermat. Mais ceux-là, eux, comme leur preuve, seront renvoyés au néant par les spécialistes habilités à contrôler leur travail. Une démonstration qui n'est pas rigoureuse, écrivait encore Poincaré, c'est le néant. La créativité des mathématiciens se mesure d'abord à la force de leur intuition. Ainsi, quelques questions ont été posées dans l'enquête à ce sujet. La proportion de ceux d'entre eux qui disent être très à l'aise pour la formation de conjectures, la découverte de modèles illustrant une théorie abstraite, l'esquisse de programmes de recherche, le rapprochement entre domaines différents, l'esquisse de nouvelles théories mathématiques, toute activité que l'on considérera comme distincte de la stricte démonstration, ne varie pas avec la note de rigueur, mais augmente dans un rapport d'environ 1 à 9 lorsque l'on compare ceux qui s'attribuent une note d'intuition de 0 à 4 à ceux qui s'attribuent une note de 8 ou 9. Dans la mesure où la conformation de la démonstration à la norme du vrai recueille un consensus unanime, la valeur d'un travail résulte surtout de l'intérêt qu'il présente pour les recherches dans le domaine qu'il concerne, et plus encore de son importance pour l'ensemble des mathématiques. L'expérience professionnelle est le principal facteur qui autorise l'expression d'un tel jugement de valeur. Ainsi, 2/3 des mathématiciens de plus de 50 ans se disent pouvoir toujours ou le plus souvent juger de l'intérêt d'un article dans leur domaine de recherche, quand il en est ainsi de seulement 1/3 de leurs collègues de moins de 30 ans. Cette proportion croît avec la force de l'intuition, et à âge égal, elle est plus forte pour des agents occupant des positions élevées. Un travail peut être qualifié de fondamental, profond, original, intéressant, par opposition à sans intérêt, trivial, insignifiant. Mais cette qualification ne relève pas d'une norme faisant consensus comme la norme du vrai. Cette absence de norme n'implique pas pourtant que les travaux ne soient pas hiérarchisés. Ayant interrogé les écrits de plusieurs mathématiciens, le philosophe des mathématiques David Corfield a pu conclure que les critères pris en considération pour juger de l'importance d'un travail étaient le fait qu'il effectue de nouveaux calculs permettant la solution d'une vieille conjecture, l'interconnexion qu'il réalise entre deux domaines, permettant ainsi les transferts des résultats de l'un à l'autre, l'organisation des résultats d'un domaine de façon nouvelle, qui s'accompagne alors de plus de clarté et d'intelligibilité, voire d'une redéfinition de ses frontières. Le fait qu'il pose les bases conceptuelles d'un nouveau domaine, le fait enfin qu'il conduit assez directement à des applications en dehors des mathématiques. Lorsqu'on a su juger que plusieurs de ces critères sont remplis, alors sait-on que l'on se trouve en présence d'un travail exceptionnel, tel celui qu'a accompli Andrew Wiles pour démontrer la célèbre conjecture de Fermat. Le mathématicien Giancarlo Rota a écrit à ce sujet: le point essentiel de la preuve du théorème de Fermat est qu'elle ouvre de nouvelles possibilités en mathématiques. Les mathématiciens de l'avenir bénéficieront de l'avancée de Wiles. La valeur de la preuve de Wiles ne réside pas dans ce qu'elle prouve, mais dans le champ de recherche qu'elle ouvre, dans ce qu'elle rend possible. La profondeur d'une preuve, pourrait-on, de façon plus circonscrite, dire, ne se mesure pas à ce qu'elle prouve, mais au surcroît de compréhension qu'elle apporte au problème qu'il a suscité. Ceci rééquilibre l'importance de l'intuition et de la rigueur par rapport à l'image traditionnelle que l'on a des maths lorsqu'on n'en fait pas partie professionnellement. Universalité et unité
des maths. Certains sociologues ont soutenu dans les années 70 la thèse relativiste selon laquelle les mathématiques pourraient différer selon les cultures, non seulement par leur thématique, mais parce qu'elles s'appuieraient sur des principes logiques différents et culturellement déterminés. Je soulignerai donc le fait que l'identité des principes logiques directeurs des mathématiques contemporaines, à travers l'espace des cultures qui en produisent, sont pour les mathématiciens au fondement de leur universalité. Ces principes sous-tendent la caractéristique des maths, qu'est la démonstration hypothético-déductive, celle-là même dont l'œuvre euclidienne, vieille de 25 siècles, fournit l'archétype. Héritiers d'un tel modèle, les mathématiciens sont sans doute les scientifiques les plus naturellement portés à l'universalisme. Les collaborations internationales des mathématiciens purs seraient même un peu plus fréquentes que leurs collaborations locales. Parmi ceux d'entre eux qui ont déjà collaboré, 75% ont au moins publié un article ou fait une communication officielle avec un collègue travaillant habituellement dans un pays étranger, alors que 69% l'ont fait avec un collègue travaillant dans leur équipe de recherche et 52% avec un collègue travaillant en France dans un autre laboratoire. Ceci est un test de la mondialisation des échanges en mathématiques. Pourquoi, bien qu'universalistes, les mathématiciens ne sont-ils pas unanimes à accepter l'idée de l'unité de leur science? La question leur était posée. Une majorité, quand même, l'accepte, une majorité de 57%. Elle se compose de 67% de mathématiciens purs et de seulement de 39% de mathématiciens appliqués, et nous allons comprendre pourquoi il en est ainsi. Les uns et les autres justifient leur position par des arguments épistémiques, ceux donc qui acceptent cette idée. Raisonnement reposant sur une même logique, exigence de démonstration, outils largement partagés, concepts sous-jacents à des objets relevant de domaines différents, dépendance réciproque des maths pures et des maths appliquées pour leurs avancées respectives, etc. Mais l'argument le plus fort fait référence à la dynamique même du développement des maths. Leur unité serait toujours unification en cours. L'expansion de leur univers par diversification de leurs domaines s'accompagnant d'un mouvement d'unification par interconnexion de ces domaines. Les mathématiciens qui rejettent l'idée d'unité, ils sont 11%, retournent parfois ces arguments. Peu d'interactions entre les disciplines dont le nombre a explosé et dont aucun esprit ne saurait maîtriser toutes. Multiplicité des domaines spécialisés et donc des groupes de travail de plus en plus petits, etc. Mais ils n'opposent jamais les maths pures aux maths appliquées sur le plan épistémique. Ils insistent bien plus souvent sur le fait que les tensions entre disciplines soient la conséquence des politiques scientifiques qui privilégient certaines d'entre elles au détriment d'autres, qui ne manquent pas d'intérêt, sur le manque de dialogue entre elles, qui est facteur d'incompréhension, et surtout sur la hiérarchie symbolique qui existe entre elles et qui se traduit par des attitudes méprisantes des unes à l'égard des autres, ces divisions étant dominées par la fracture principale entre, je cite une personne ayant répondu à l'enquête et qui était un mathématicien appliqué, les maths dites pures, considérées comme nobles, et les maths dites appliquées, considérées comme ne l'étant pas. Les mathématiciens qui se disent partagés sur cette question de l'unité de leur science, ils sont 25%. Les 7% restants ne sachant pas se déterminer. Eh bien, eux alignent les deux types d'arguments pour, d'une part, déplorer les clivages de leur profession, mais, d'autre part, souligner l'unité épistémique des maths, laquelle n'est donc pas toujours socialement cultivée. Je passe maintenant à la dimension esthétique. Les mathématiciens ont tendance à adhérer à la conception de la beauté comme propriété objective des êtres et des choses qu'avaient leurs ancêtres grecs. Pour eux, le vrai et le beau vont de pair. Plus d'un répondant à l'enquête a exprimé cette idée. Par exemple, mon intuition
se base beaucoup sur la beauté des objets. L'intuition est la suivante. Souvent, face à un mot dont on doute de l'orthographe, on écrit plusieurs versions. Et la plus belle est forcément la bonne. Nul n'a mieux formalisé l'idée d'une beauté objective des objets mathématiques qu'Hermann Weyl. Si beauté et vérité vont de pair, argumentait-il, c'est que toute symétrie correspond à une invariance dans une transformation automorphe, que l'ensemble de ces transformations est un groupe et que les symétries d'une figure sont exactement décrites par le sous-groupe des automorphismes qui la laisse invariante. C'est donc dans la structure porteuse de vérité aussi bien que de symétrie que se cache, et c'est avec elle que se révèle la beauté des mathématiques. Par leur plus grande sensibilité à la beauté des maths, les mathématiciens purs se différencient des mathématiciens appliqués. Cette sensibilité est associée à une forme d'ascétisme professoral, à des goûts musicaux et littéraires classiques et à une conception réaliste des êtres mathématiques. Devant classer par ordre de valeur décroissante 4 vertus attribuées aux maths, les mathématiciens purs privilégient leur beauté, presque autant le plaisir que l'on éprouve à en faire, par opposition à leur contribution à la compréhension du monde et surtout à leur utilité. À l'inverse, les mathématiciens appliqués privilégient l'utilité des maths, qu'ils classent avant le plaisir que l'on éprouve à en faire et avant leur contribution à la compréhension du monde, leur beauté étant classée bonne dernière. La socialisation d'un futur mathématicien dans une famille d'universitaires ou de chercheurs contribue à forger la sensibilité à la beauté des maths. Ainsi, 72% des mathématiciens purs qui sont issus du sérail universitaire classent la beauté avant l'utilité des maths. Et 56% seulement de ceux qui ne le sont pas font de même. L'écart est de 36 à 26 pour les mathématiciens appliqués. La valorisation de la beauté relèverait bien d'une esthétique qui privilégie les plaisirs difficiles que Pierre Bourdieu qualifiait de typiquement professoral. Pour beaucoup de penseurs, beauté des mathématiques et beauté de la musique se répondent. On vérifie en tout cas que les chances d'être sensible à la première s'accroissent avec la proximité à la seconde. Il n'y a pas là, dans mon esprit, une relation de cause à effet, mais une corrélation. Les mathématiciens qui jouent d'un instrument de musique ou chantent dans un chœur classent plus fréquemment la beauté avant l'utilité que ne le font ceux d'entre eux qui n'ont pas cette pratique. De même, la sensibilité à la beauté des maths s'accorde mieux avec le goût pour la musique classique. 2 tiers des mathématiciens qui en écoutent tous les jours ou presque, sans écouter d'autres musiques, classent la beauté avant l'utilité. Mais 1 tiers seulement de ceux qui n'en écoutent jamais, tout en écoutant d'autres musiques. De même, cette sensibilité s'accorde mieux avec le goût pour la littérature classique. 29% des mathématiciens qui ne lisent que des polars, des romans de science-fiction ou des BD, on ne peut pas dire que ce soit des lectures classiques, classent la beauté avant l'utilité, mais 51% de ceux qui ne lisent que des romans classiques, du théâtre, des récits ou de la poésie. Un lecteur appartenant à cette dernière catégorie et qui valorise plus que toute autre vertu des maths leur beauté, écrit à propos de son style « Pour moi, les mathématiques vis-à-vis du monde qui nous entoure représentent l'équivalent de l'art du romancier vis-à-vis de la vie et des souffrances des hommes. Le romancier réussit grâce à la beauté de son style, à la précision de sa description et à l'émotion qu'il arrive à transmettre. J'essaie d'écrire des mathématiques comme Tolstoï écrivait ses somptueux romans. Enfin, une vision des êtres mathématiques conforme au réalisme platonicien va de pair avec une valorisation prioritaire de la beauté des maths, laquelle s'incarnerait ainsi dans des idéalités objectives. Parmi les 9 réponses proposées à une question d'ontologie que l'enquête soulevait, celle du statut d'existence des nombres, on en retiendra 3, pertinentes pour l'analyse qui suit. La première, les nombres existent en dehors de nous avec le même caractère de nécessité que les choses de la réalité objective. Nous sommes là du côté de Cohn. 1 tiers des mathématiciens a soutenu cette position.
C'est très intéressant parce que l'image que l'on a et que les mathématiciens ont eux-mêmes, c'est que c'est une position très majoritaire. Ce n'est pas tout à fait le cas. Un tiers des mathématiciens donc, a soutenu cette position. La deuxième proposition était « les nombres sont uniquement le produit de l'esprit humain ». 10% des mathématiciens ont soutenu cette position traditionnellement opposée à la précédente, mais 15% des mathématiciens appliqués et seulement 7% des mathématiciens purs. Alors, la troisième proposition que les sciences cognitives inspiraient, Homo sapiens a abstrait les nombres de son action dans le monde, permise par son cerveau et par son corps, eux-mêmes soumis aux lois de ce monde. Il y a là une sorte de dialectique. Cette position plus complexe que les deux premières, encore qu'elle soit plus proche de la deuxième, a été soutenue par 18% des mathématiciens, s'opposent alors très nettement deux groupes constitués d'une part par les mathématiciens purs, issus du sérail universitaire et ayant soutenu la première position, conforme au réalisme platonicien, et d'autre part les mathématiciens appliqués, non issus de ce sérail, et ayant soutenu la deuxième ou la troisième position. Alors, 88% des premiers et seulement 22% des seconds classent la beauté avant l'utilité des maths. Bon, cette relation entre beauté et utilité est prise ici comme indicateur d'une tendance. En valorisant cette beauté, les mathématiciens purs tendraient à aristocratiquement se distinguer. Il n'y a pas là un seul jugement objectif, ça a aussi des implications sur la manière dont on se situe par rapport aux autres dans la communauté mathématique. Jean de Dieudonné, que je vais citer plusieurs fois dans cette présentation, considérait qu'il n'y avait de critères qu'esthétiques pour juger un travail mathématique. Et c'est éminent bourbakiste d'ajouter, puisqu'il s'agit d'esthétique, nous dirons qu'il y a des mathématiques nobles et des mathématiques serviles. Comment classer? Mais il n'y a pas de vote. Les mathématiques, c'est une question d'aristocratie. Dire d'un collègue qu'il ne faisait pas de belles maths, c'était alors le disqualifier sans autre forme de procès. Or, tandis que Bourbaki perdait son hégémonie au cours du dernier tiers du XXe siècle, l'image des mathématiques appliquées se transformait favorablement. Revenu des États-Unis, où ces maths-là étaient mieux considérés qu'en France, et le sont toujours d'ailleurs, Jacques-Louis Lyons y contribua largement en créant sa propre école et en initiant ainsi une forte croissance du nombre de mathématiciens appliqués. Dans ce nouveau contexte, ces mathématiciens étaient portés à exprimer ouvertement leur agacement face à des discours inspirés de celui de Dieudonné et qui circulaient encore lorsque je réalisais l'enquête. L'un d'entre eux ne réfréna pas une agressivité proposée par la morgue bourbakiste en écrivant « Le racisme maths pur, maths appli, est toujours plus virulent au pays de Bourbaki. Alors, mort à Bourbaki !» Le débat contradictoire sur la beauté et l'utilité des maths ne date pas d'hier, mais de leur bifurcation. Au début du XIXe siècle, Jacobi polémiquait ainsi avec Fourier, dont la transformée allait s'avérer si utile en physique, lui reprochant qu'il ne comprit pas que le but de la science eût été l'honneur de l'esprit humain, et qu'une question de théorie des nombres, jugée inutile mais belle, y contribua autant, sinon plus, qu'une question relative au système du monde. Ce débat annonçait des différenciations de l'éthos des mathématiciens qui allaient se produire en France dans la longue durée. Troisièmement, dimension psychosociale, pour terminer ce bref exposé. Le plaisir qu'ils trouvent à faire des maths est la composante de leur métier que les mathématiciens jugent de beaucoup la plus importante. 88% la jugent très, voire absolument importante. 64% jugeant pareillement le plaisir qu'on peut avoir à partager et à échanger par la communication les résultats que l'on obtient, et 60% la transmission des connaissances mathématiques aux étudiants des premiers et deuxièmes cycles. Par opposition aux proportions bien moindres, décroissant de 42 à 13% pour les autres nombreuses composantes du métier que l'enquête distinguait. Les vrais délices de l'esprit, l'exaltation, la sensation d'être plus qu'un homme, qui est la pierre de touche
de la plus haute culture, peuvent être trouvés dans les mathématiques aussi sûrement que dans la poésie, écrivait le mathématicien Maurice Klein, qui d'ailleurs lui-même était un mathématicien appliqué, signifiant ainsi que le plaisir inhérent au faire mathématique était le fruit d'une haute sublimation. La particularité et l'intensité de ce plaisir a sans doute un lien obscur avec la puissance et donc avec l'abstraction des maths. On doit supposer qu'il est plus fort chez les mathématiciens purs que chez les mathématiciens appliqués, puisque les premiers sont relativement plus nombreux à lui accorder une très grande, voire absolue importance. Mathématiciens purs et mathématiciens appliqués tentent encore à se différencier par la manière dont ils vivent leur métier. Ainsi, 34% des premiers et seulement 16% des seconds acceptent de dire que faire des maths relève pour eux d'une nécessité intérieure, alors que, respectivement, 18 et 35% acceptent de dire qu'il s'agit là d'une profession comme une autre. Vivre l'activité mathématique comme une nécessité intérieure et par goût de la compétition, essayer d'être parmi les meilleurs, conduit à un fort investissement professionnel. 27% des mathématiciens répondant à ces deux critères avaient déjà été distingués par leur profession au moment de l'enquête. C'est un fort pourcentage, mais pour une minorité assez faible, bien sûr. Tandis que leurs collègues, pour qui faire des maths était une profession comme une autre, ne comptaient parmi eux que 3% de personnes distinguées. La communauté mathématique est des mieux disposée à reconnaître les meilleurs de ses membres en leur décernant prix et médailles. Mais, quel que soit leur talent, ces membres se montrent très soucieux de classer leurs pairs et, ce faisant, de se classer eux-mêmes. Dieudonné, toujours lui, distinguait 3 classes de mathématiciens, et il les appelait ainsi, celle des aristocrates qui font avancer la science par leurs importants travaux et qui consentent à la proximité déférente de la classe des nobliaux auxquels ces travaux parlent et qui deviennent ainsi, disait-il, leur caisse de résonance, exerçant un métier qui n'a rien de déshonorant en rendant accessible leur pensée aux meilleurs représentants de la classe la plus nombreuse, celle des tâcherons de la science, qui, tout plébéien qu'ils sont, servent la reine des sciences en assurant les enseignements universitaires dont les autres ne veulent pas. Est ainsi décrite une société aristocratique se distribuant sur l'échelle quasiment exponentielle des intelligences mathématiques. Car les mathématiciens travaillent à différentes hauteurs et, peut-on dire, les écarts entre celles-ci vont croissant avec leur niveau. Ainsi, le grand théoricien des nombres Godfrey Hardy, qui a été plusieurs fois cité aujourd'hui, se situait, lui, si grand qu'il fût, sur cette échelle de 1 à 100 au niveau 25. Il situait son collègue et ami John Littlewood à 30, ce qui est relativement proche, mais le grand Hilbert à 80 et le génial Ramanujan à 100. Vous voyez que l'écart entre les grands est plus grand que l'écart entre les moyens, disons. Ce caractère est une spécificité des intelligences mathématiques qui expliquerait, selon moi, pourquoi les mathématiciens ont une telle manie des classements, laquelle manie existe dans la plupart des professions scientifiques, certes, mais à un bien moindre degré. De 2 mathématiciens sortant de la moyenne et de niveaux comparables, lequel est le plus fort? That is the question. Il semblerait que les mathématiciens sachent y répondre. Didier Nordon, qui ne manque pas une occasion de dire à ses pairs leurs 4 vérités, mais sur le mode humoristique, prévient qu'il ne faut pas se laisser prendre à l'allure décontractée des mathématiciens, symbolisée par la facilité qu'ils ont à se tutoyer indépendamment de leur grade. Ce n'est pas que la hiérarchie soit abolie entre eux, explique-t-il, c'est qu'elle est si bien intériorisée qu'elle peut se passer de signes extérieurs. Le classement des individus se double d'un classement des disciplines. La hiérarchie de prestige des disciplines mathématiques, qui est bien sûr variable dans l'espace et dans le temps, dépend du pouvoir d'attraction des leaders de chacune d'entre elles, mais aussi des alliances que ces leaders peuvent nouer entre eux au sein des institutions d'enseignement et de recherche. Interrogés sur l'existence éventuelle d'une telle hiérarchie en France, les mathématiciens répondent majoritairement par l'affirmative. 47% d'entre eux affirment qu'elle existe et perdure. 30% qu'elle continue d'exister
encore qu'elle tende à s'estomper quelque peu, seulement 2% qu'elle a disparu. 21%, principalement des jeunes, ne l'ont jamais perçue. La hiérarchie de prestige des disciplines est beaucoup plus prégnante en mathématiques que dans les sciences connexes, puisque le chiffre qu'il faut mettre en regard de ce dernier, 21, est 49%, et pour les physiciens théoriciens et pour les informaticiens. Remarquons que les agents qui occupent des rangs inférieurs dans une hiérarchie de prestige sont plus conscients de son existence parce qu'ils en ressentent les effets pour eux négatifs dans les interactions ordinaires. Ainsi, 64% des statisticiens dont la discipline est jugée la moins prestigieuse affirment que la hiérarchie existe et perdure, quand tel est le cas de 37% des géomètres algébristes qui appartiennent à la discipline jugée la plus prestigieuse. S'interrogeant sur les motivations de ses pairs, David Ruel écrit « Parmi les différentes raisons de faire des mathématiques, mentionnons le désir d'être le meilleur, le premier, de devenir un académicien important et de gagner un prix de 1 million de dollars. Je ne m'attarderai pas sur ces motifs qui ne sont pas spécifiques aux mathématiques. L'important pour de nombreux mathématiciens est de se sentir membre d'une élite qui partage un trésor intellectuel. On pourrait dire la même chose d'autres groupes humains. Cependant, la communauté mathématique se distingue surtout parce qu'elle est composée d'une espèce unique d'individus qui ont poussé l'accomplissement intellectuel à son ultime limite. Que l'un des siens atteigne cette limite par un tel accomplissement, et tout en repoussant une autre par son éthique dissidente, est l'unique espèce de craindre que ce membre ne frôle la folie. Enfant précoce et surdoué, Grigori Perelman, à qui je viens de faire référence implicitement, démontra la conjecture de Poincaré à l'aube de ce siècle. Cette suprême performance intellectuelle lui valut l'attribution du prix du millénaire de 1 million de dollars, en effet, par l'Institut Clé, et celle de la très prestigieuse médaille Fields par la communauté mathématique internationale. Il refusa le prix, mais aussi la médaille. Une telle étrangeté, celle d'un homme solitaire qui désormais côtoyait les dieux, donne à voir en le caricaturant l'éthos d'un monde professionnel dont la très haute norme d'excellence oblige à une grande rigueur de l'esprit, afin de préserver, en l'enrichissant, son trésor partagé, un monde ainsi enclin à l'universalisme, mais aussi très élitiste, qui de ce fait cultive plus que d'autres les intérêts d'honneur et de gloire. Vous comprendrez que l'absolu désintéressement de celui qui méprise ces nobles intérêts-là, autant que ceux d'argent, risque de l'y faire passer pour un point aberrant. Merci.